Bonsoir, très chers téléspectateurs de CCTV. Nous vous remercions pour votre fidélité à ces programmes. Grand Homme reçoit pour vous un politologue et en même temps un chercheur qui va donner comme ça quelques fruits de ses recherches, donc qui va exposer les fruits de ses recherches auprès de vous qui nous suivez nombreux. Et surtout, avec lui, on va parler plus de notre société. Quelle société avons-nous et quel type d'idéologie politique devons-nous avoir dans notre pays? Ce sont là les quelques recherches que lui a, comme ça, au fil du temps, puis comme ça réalisé. Et voilà, aujourd'hui, vous aurez comme ça à découvrir et aussi à en savoir plus. Bonsoir, M. Focas ou Kelemena. Merci beaucoup, M. Doudou, pour l'invitation. Je suis très ravi d'être là. Et je profite de l'occasion pour saluer l'équipe technique qui est en train de nous prendre en charge, ceux qui vont nous suivre en direct à la télé et puis ceux qui seront avec nous dans les réseaux sociaux. Je salue tout le monde. Merci. Alors, rapidement, nous allons découvrir et connaître est-ce que notre société, d'abord notre société en tant que telle, nous avons quel type de société? Ok, merci beaucoup pour et en second lieu, vous allez nous dire clairement quel type d'idéologie politique que notre pays devait avoir. Ok, merci beaucoup. Je crois que notre réflexion est un fruit de la recherche. Pourquoi avez-vous choisi cela? Avez-vous remarqué quelque chose? Oui, effectivement. Étonnant, je sais pas. La première chose, qu'il faut savoir que je suis de formation politologue. Ok. Je n'ai pas un autre champ de réflexion, si ce n'est que ma société. Et de ce fait... Et le constat que vous avez fait, c'était un constat amer? Bon, je ne dirais pas amer ou succulent. Le problème, c'est que c'est un constat. Okay. Je ne vais pas accorder ça des jugements de valeur parce que c'est un fruit de la recherche. On doit produire ça tel qu'on a trouvé. Et dire que c'est bon ou mauvais, mais c'est ce qui est la réalité. Merci beaucoup. Je voulais dire ceci, que nous sommes une société d'abord, parce que cette société, je la considère et je la circoncis dans les temps à partir des années 60, c'est-à-dire les temps des indépendances. Nous étions d'abord une société qui était colonisée et que, de ce fait, ceux qui nous ont colonisés avaient une philosophie. Ils avaient des idées, ils avaient des connaissances, ils avaient des valeurs qu'ils imprimaient pour atteindre leur objectif. Et les moyens utilisés, les instruments utilisés pour arriver à atteindre l'objectif, c'est ce qu'on appelle les idéologies. Ce sont des stratégies montées pour matérialiser ce que vous avez comme vision. Alors, pour ceux qui sont venus pour la colonisation, déjà, vous savez qu'il s'agissait de Belges. Ceux-là, ils sont venus pour appliquer ce que nous avions appelé l'impérialisme, qui consistait à exploiter l'homme et la richesse de son pays. Il est arrivé à un moment que le vent des indépendances souffla en Afrique. Il nous est arrivé aussi d'avoir une classe politique qui s'est opposée à ces systèmes impérialistes de l'exploitation de nos minéraux et de l'exploitation de l'homme sous forme de l'esclavage. Vous savez, nous n'allons pas revenir sur cette histoire. Il y a eu à boire et à manger. Alors cette classe politique qui a émergé a mis sur place aussi une idéologie. C'est-à-dire, ils avaient une vision, ils avaient des idées, des connaissances, des pratiques et des croyances de comment gouverner leur société. Et cette fois-là, ils n'ont pas copié les impérialistes pour faire exactement comme eux, mais ils sont venus avec un autre courant, une autre manière de faire, et à l'opposé de l'impérialisme, et ils se sont évertués à mettre en place ce qu'on appelait le nationalisme. Le nationalisme, pour eux, s'agissait le souverainisme,
C'est-à-dire qu'il voulait s'assumer, il voulait s'approprier de la gestion de la Respublica, de la richesse du pays et de tout ce qui était société et devait être sous contrôle de leur leadership pour que les colons n'aient plus la possibilité de pouvoir continuer l'exploitation. Et pourtant, dans la vision du colon, le colon ne pouvait pas imaginer que, vu les temps qu'il a mis pour investir, vu le travail qu'il a abattu, de pouvoir laisser libre ces colonies. Il voulait revenir, il voulait être là, parmi les autochtones, parmi l'élite, pour continuer à bénéficier des butins de ces politiques. Mais, comme il s'agit d'un vent des changements, d'un vent de contre-courant, il y a eu ce que l'on appelle une lutte entre l'impérialisme et le nationalisme. C'est ce qui a abouti d'ailleurs à la naissance d'un projet machiavélique, méchant, de la part du colon, le projet de la balkanisation. Donc c'est un projet qui date de longtemps. C'est un projet qui date de longtemps. Pas aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui on parle de Rwanda, bien élaboré, on parle bien de l'Ouganda, on parle de M23, mais à l'époque, quand on parlait de la balkanisation, on ne citait pas ces genres des acteurs que nous citons aujourd'hui. Donc c'est un projet datant, un projet que Lumumba a bien vu, et il a cité même le nom de la Belgique, pour dire que la Belgique veut balkaniser les Congos, tout simplement parce qu'ils ont amené un courant qui empêchait les néocolonialismes de pouvoir s'imprégner de la place pour la gouvernance de la société qui était jadis indépendante. Alors, nous fermons la parenthèse de la balkanisation, qui était un projet, comme je viens de l'expliquer. Ce mécontentement a voulu que un rapport de force de la part des colons puisse s'abattre sur les nationalistes. Ils ont créé un larron qu'on appelait Mobutu, qui est venu, soutenu par les impérialistes, pour perpétrer le coup d'État, enfin, de faire disparaître cet esprit nationaliste et mettre en place le courant du néocolonialisme. Voilà que Mobutu, en arrivant aux affaires, un apprenti, juste après être installé, soutenu et puis contrôlé, il a pris le temps de pouvoir servir ses maîtres. Mais à un moment donné, il lui est arrivé de pouvoir s'émanciper. Il entra en conflit avec ses maîtres. C'est-à-dire, vous aviez entendu parler des contentieux belgo-zaïre, vous aviez entendu parler des conflits entre la France et Mobutu, ainsi de suite les Américains. C'est-à-dire, ils n'obéissaient plus aux règles. Alors, il créa maintenant, au lieu de recourir au nationalisme comme faisait les Lumumba pour entrer en opposition avec les impérialistes, lui par contre a fait autrement. Il mit en place une stratégie, une idéologie que nous appelons la dictature africaine. Cette dictature africaine consiste à considérer que la société, la nation, est un bien qui nous appartient, mais plutôt qui est gouverné par un guide qui est le père, et que toute la nation, le peuple, c'est les fils du guide. Donc papa Bomoko, maman Bomoko, c'est ça la logique, c'est ça les slogans. Ekolobo, Ekolobo Moko, Ekolobo Moko, Papa Bo, Moko, Maman Bo, Moko, Mokondivo, ça c'est Ekolobo Moko. Donc lui s'est considéré comme père, et que nous, les Congolais, étaient ses fils, et que alors les institutions étaient des chambres dans une maison où lui, il gouvernait. Alors, de ces faits, il a évolué, d'ailleurs, il a fait ce que l'on appelle recours à l'authenticité,
pour ne pas faire comme les impérialistes. Cette société-là a perduré à un moment donné, il s'est affaibli, alors il a fallu nécessairement qu'il puisse disparaître. Donc un courant politique, une idéologie politique peut naître, grandir et disparaître. Oui, effectivement, parce que c'est un fait des sociétés. Okay. Alors, c'est pourquoi je vous ai défini l'idéologie comme ensemble des idées, des connaissances, des pratiques gouvernant la société pendant une période bien déterminée. De ces faits, vous allez remarquer que au sein de cette classe des Mobutistes, il est né une opposition. Une opposition exactement, non pas une opposition contre la personne de Mobutu, mais une opposition contre les systèmes de Mobutu, c'est-à-dire le paternalisme. Ils viennent s'opposer pour dire non, il n'est pas question, nous sommes dans la République c'est un bien à nous tous et que la gouvernance doit être une question de relais. C'est une question des élections crédibles et que le pouvoir doit circuler élistiquement. Pas question de Papa Bomoko, pas question de Ekolo Bomoko et puis Bokonzi Moko. Ils sont allés critiquer même la gouvernance, comment ils ont démontré que c'était vraiment un père qui considérait même l'argent de la République comme c'était l'argent de ses poches et que le reste des institutions fonctionnaient selon ses humeurs. Alors cette société était conduite par cet esprit paternaliste. Mais ceux qui se sont opposés, mais là où les bas blessent, c'est que selon mes recherches, je n'ai pas trouvé les soubassements de leur idéologie qu'ils ont présentée en créant une structure politique qui s'appelait IDPS. Ceux qui se révoltent contre le moboutisme, ils nous créent une structure appelée IDPS, mais leur idéologie, c'est le socialisme. Alors, de là, j'ai commencé à réfléchir. Comment ils sont arrivés là? Parce que le colonialisme, ils ont appliqué l'impérialisme qui consistait à exploiter les hommes et les richesses pour les intérêts des Occidentaux. C'était compris, c'était clair, et c'était une réalité, et c'était ça la pratique. C'est du vécu. Ce n'était pas des chimères, ce n'était pas de l'imagination. C'est une réalité vécue quotidienne, et c'est ça qu'on appelle l'idéologie. Et quand vous regardez les nationalistes aussi, ils appliquaient le souverainisme, c'est-à-dire ils se considéraient comme, cette fois-là, ce sont les autochtones qui sont les souverains, ce sont eux qui doivent gouverner, ce sont eux qui doivent exploiter, ce sont eux qui doivent décider. Alors, cette pratique était une réalité. Et ils ont été effacés par la cour des événements. Le paternalisme s'était installé et ça a pris du temps et ils arrivent, ils improvisent une idéologie, le socialisme. Mais quand nous regardons dans d'autres sièges, nous voyons comment est-ce que les partis se sont imprégnés de l'idéologie du socialisme. Parce que c'est une idéologie qui doit naître. C'est une idéologie qui doit être vécue et c'est une idéologie qui peut aussi disparaître ou bien continuer selon les phénomènes de la société. Mais ici, cette idéologie apparaît brusquement, juste d'une manière nominale, mais qui ne donne pas le fait. C'est-à-dire que quand nous regardons à l'Occident... Le fait, ça veut dire quoi? C'est un peu clair. C'est-à-dire que le fait, c'est du vécu. On n'a pas... Toute idéologie doit être conforme à ce que vous vivez dans la société. Dans la société. Parce que c'est les donc c'est vos idées, c'est tout ce qui se passe dans votre propre réalité, du vécu, qui fait clairement. C'est ce qui fait naître une idéologie. En fait, l'idéologie consiste à mettre des mécanismes intelligents pour servir la société. Vous essayez comme ça de vivre. De vivre. Réalité palpée du vécu explicable, démontrable, communicable, explicable. C'est ça l'idéologie. C'est ça l'idéologie. Alors, quand nous avons recherché les et c'était ça sa philosophie, c'est ce qu'il voulait. Et il a appliqué ça aussi. Il a appliqué ça. Donc quand vous avez une idéologie, vous devez aussi vivre sa femme comme votre mère, et il vous dit qu'il est votre père, et vous devez vous comporter comme ça, et lui doit rester là jusqu'à l'éternité. Il ne peut pas laisser le trône pour une autre personne, parce que c'est lui le père,
qui enfante toute la nation. Donc, ça, c'est du pratique. Mais s'agissant du socialisme qui arrive, juste parce qu'ils ont critiqué la gouvernance et ils croient nous faire gober une histoire de dire que nous sommes socialistes. Mais on a examiné quand même du socialisme parce que c'est du concret, c'est du réel. Pour d'autres sociétés. Pour d'autres sociétés, on a examiné le socialisme, on a vu l'approche historique nous renseigne qu'à un moment donné, dans le parcours historique, il y a une société qui avait un groupe de gens qui s'appelaient les ouvriers, et de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait les patronats, c'est-à-dire les capitalistes, qu'on appelait les bourgeois. Alors, les bourgeois qui exploitaient les ouvriers, à un moment donné du parcours, ils les payaient tellement mal, ils les traitaient tellement mal, et les ouvriers ont constaté que le bourgeois s'enrichissait davantage et qu'ils maintenaient toujours leur pauvreté. Parfois même, ils se mettaient encore dans un élan de la paupérisation beaucoup plus à outrance. Alors, ils se sont révoltés pour dire que niet, ça ne peut pas commencer, ça ne peut pas continuer ainsi. Ils ont cassé la baraque pour dire niet. Ils appelaient maintenant l'intervention de l'État pour que lui puisse arbitrer la situation de cette vie sociale, une réalité qui existait. Mais ici, quand nous examinons, nous ne voyons pas comment ils deviennent socialistes. Donc, est-ce qu'on peut l'appliquer, c'est applicable dans notre pays? Mais ça n'a pas de sous-battement sociologique, ça n'a pas de réalité sociale, ce ne sont pas des faits réels du vécu. Nous ne voyons pas ici qu'il est cette classe bourgeoise qui existait et qui était en train de maltraiter un groupe des ouvriers et qui les payait mal et ils étaient entrés en conflit pour qu'enfin puisse naître une idéologie du socialisme. Tu vois, c'est du vide, c'est du néant. Ici, nous sommes en présence d'un groupe de mobutistes qui n'étaient pas ouvriers. Et ils étaient des mobutistes, ils étaient des décideurs. Ils étaient dans l'appareil de l'État. Tous les 13 parlementaires étaient de députés. Donc, il n'y avait pas d'ouvriers parmi eux. Donc, cette approche de nous faire naître du socialisme à partir de la révolte de ceux qui n'étaient pas ouvriers nous laisse à désirer. Nous trouvons que le socialisme originaire est né par le fait du conflit entre ouvriers et patronat. Alors, pour notre cas, ici, nous trouvons que ça ne reflétait pas la réalité. C'est pourquoi nous avions observé, depuis que l'IDPS, comme fils aîné de l'opposition, pendant toute cette période, a essayé un peu de véhiculer tous les partis politiques qui sont nés au Congo sont des partis politiques, des sociaux-démocrates et des libéraux. Mais, au fait, dans la société, nous ne pouvons pas en aucun cas saisir la matérialisation de ces faits qui fait engendrer ces deux idéologies qui sont des idées forces de l'Occident. Donc ce sont des idéologies qu'on ne peut pas démontrer. Ici, c'est difficile. C'est difficile, nous ne pouvons pas les démontrer. Et si vous croyez que je suis en train de dire de n'importe quoi, invitez quelqu'un qui soutient que son parti politique, c'est un parti socialiste. Donc le progrès social maintenant. Le progrès social, c'est au fait un fait qui n'est rien que les mécanismes mis en place pour atteindre les objectifs. C'est ça le progrès social. C'est-à-dire que vous mettez des mécanismes intelligentes pour que vous puissiez développer votre société. C'est ce qu'on appelle, les résultats s'appellent progrès social. Mais ici, moi je ne vois pas tout ça dans la réalité de notre société. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Mais il y a une possibilité de bien observer notre société, parce que notre société est une communauté. C'est notre société a des institutions, a des acteurs, tout y est. Alors pour vous, quelle est alors notre réalité? Notre réalité, c'est laquelle? Notre idéologie, c'est laquelle? Conforme à tout ce que nous vivons. D'une manière authentique, après l'empirisme, après l'observation, après les enquêtes, les études, je suis capable aujourd'hui de vous dire que l'idéologie que je découvre, qui est une réalité authentique à notre société, c'est l'oppressiologie. Oppressiologie. Oppressiologie. Là maintenant c'est... L'oppressiologie, c'est juste pour la RD Congo. Ça c'est notre cas
Donc c'est spécifique à notre réalité. Spécifique à notre réalité, mais aussi tout autre État africain. Donc c'est plus rare en Afrique. Oui, Afrique. Conforme à ce pays du tiers-monde. Vivons. Dans la plupart des cas, les pays du tiers-monde peuvent se retrouver dans la... Et ces analyses, vous avez, au fait, comment? Est-ce que c'est sur base de l'enquête? Mais oui, effectivement, la recherche, ce sont des enquêtes. Alors, quand vous regardez ce que moi je nomme comme oppressiologie, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je constate? Je constate des réalités forces. De quoi il s'agit? De l'autre côté, je vois un État avec des institutions. Oui. Cet État avec des institutions a pour acteur, de l'autre côté, un groupe d'individus détenteurs de pouvoir institutionnel qui s'appellent les oppresseurs. En d'autres termes, oppressistes. Et de l'autre côté, je vois un groupe, une masse, une foule immense, qui est une majorité d'ailleurs par rapport à une minorité des oppresseurs, que je considère des opprimés. Qui sont les opprimés et qui sont les oppresseurs? Les oppresseurs sont une minorité de décideurs, détenteurs du pouvoir étatique qui exercent au sein d'institutions dans un format de l'omerta. C'est-à-dire, pour bien m'expliquer, je considère que ces oppresseurs qui forment une forme d'omerta, d'abord, sont caractérisés par un nombre réduit, mais un nombre de privilégiés. Ils sont des privilégiés de la République. Pourquoi? Parce que cette minorité, c'est la minorité qui consomme la grande majorité de la production nationale. Alors là, vous faites allusion au train de vie des institutions qu'on doit réduire. Vous regardez notre société, on vous dit que ces groupes de gens, des oppresseurs, qui sont au sein des institutions, sur les 100% de la production nationale en termes de richesses produites, ces gens consomment 70%. Ça c'est trop fort. Une minorité. Une faible minorité au détriment d'une majorité. Ils deviennent riches. Ils ne naissent pas riches, mais ils le deviennent par le fait de rester œuvrer longtemps au sein des institutions. Ils ne sont pas une communauté riche par le fait du commerce, par le fait de détention, de concessions ou de l'élevage, mais ils sont riches par le fait de la permanence de leur existence au sein des institutions de la République en exerçant ce que l'on appelle l'enrichissement illicite par la corruption, la fraude, le détournement. Non, mais écoutez, les émoluments d'un député pendant 5 ans, il peut sans passer par la corruption devenir riche. Mais c'est ce que j'ai dit. Ils s'enrichissent sans passer par la corruption. Attendez, j'ai cité... Il ne faut pas généraliser. Non, non, j'avance encore. Okay. J'ai dit, je suis en train de citer les caractéristiques qui leur ressemblent. C'est-à-dire que ce sont des riches qui peuvent s'enrichir par le fait de détenir la grande portion de la production nationale. Okay. La grande portion de la production nationale, ils détiennent ça comment? Pour devenir riches, par le fait qu'ils ne distribuent pas d'une manière équitable les revenus de la redistribution équitable, ils n'aiment pas. Ils sont en train de s'enrichir
par le fait de l'injustice sociale. Ok. En dehors du fait de l'enrichissement par l'injustice sociale, ils s'enrichissent aussi par la corruption. Ils s'enrichissent aussi par la fraude. Oui, en fait, les exceptions confirment la règle. Okay. Mais ici, nous parlons du système. Voilà. Du système. Et ce système, cela est explicable. Que vous verrez que ces gens, ils ne deviennent que riches. Vous pouvez regarder leur entrée au sein des institutions, vous verrez qu'ils entreront sans richesse et quand ils vont sortir insolemment riches. Et quand vous regardez leur salaire, vous trouvez qu'il y a à boire et à manger. Donc, en dehors de leur salaire, ils se sont mis à pouvoir détourner, corrompre et pratiquer la corruption, la fraude et tout ce que nous appelons anti-valeurs. C'est ça l'image, les caractéristiques des oppresseurs au sein des institutions qui appliquent l'omerta. Mais pourquoi ils sont différents? C'est qualificatif oppresseur, c'est pas trop fort. Mais c'est trop fort par rapport à la réalité. C'est trop fort par rapport au vécu quotidien. Parce que c'est ce qui s'applique, c'est ce qui se fait. Comment nous pouvons dire que ce sont des oppresseurs? Parce que nous ne voulons pas les considérer comme des colons. Parce que les colons, ce sont des peuples oppressés qui vivent sur une autre terre. Mais ce ne sont pas des étrangers. Ce sont nos propres fils. Mais qui, une fois envoyés aux institutions pour servir les grands nombres, et ils deviennent oppresseurs. C'est là où cette réalité, l'école et ces concepts, ils les méritent par le fait de leur pratique. Parce qu'ils sont envoyés comme serviteurs, mais quand ils arrivent, au lieu de servir, ils commencent à se servir. Et ça, on appelle ça oppression. Et quand celui qui pratique l'oppression, on l'appelle oppresseur. Ça peut être dur, fort, mais c'est ça la réalité. Mais pour ceux qui servent dans la légalité, ceux qui servent dans la légalité, ils ne sont pas oppresseurs. Mais l'enrichissement, le salaire. Mais quand ils s'enrichissent, non, pas l'injustice. Donc, suivant les normes. Non, quand on s'enrichit dans les normes, on n'est pas oppresseur. Okay. Mais quand on s'enrichit par le fait de l'injustice sociale et qu'une minorité prend 70% des revenus, là, ce n'est pas s'enrichir dans les normes. Ça, c'est s'enrichir dans l'injustice. C'est ça. Ce sont des mots, des concepts jaugés. Et ça explique nettement notre propre réalité. Okay. Ça peut être dur, mais nous devons le dire ainsi parce que c'est cela la vérité. Nous n'avons pas d'autres concepts que nous pouvons mettre à la place. Parce que si c'était des étrangers, on allait les appeler des colonisateurs parce qu'ils viendront pour exploiter. Mais ici, ils nous exploitent, nous, leurs propres frères. Et pourtant, nous les avons envoyés pour nous servir, mais une fois au pouvoir, ils commencent à se servir. C'est ça l'oppression. Nous subissons l'oppression. Et nous ne pouvons pas aussi les appeler les oligarques. Pourquoi? Dans la plupart des cas, quand vous regardez dans d'autres dossiers, on parle de l'oligarchie quand il s'agit d'un groupe des opérateurs économiques qui ont leurs finances, leurs moyens et qui influencent les institutions pour que les lois puissent être prises en leur profit, en leur protection, pour permettre qu'eux puissent s'enrichir encore davantage. Mais ici, il ne s'agit pas de gens qui viennent riches. Il s'agit de gens qui, datant, étaient désopprimés, mais une fois au pouvoir, par le fait de l'appareil de l'État, ils appauvrissent l'État et ils s'enrichissent. Vous allez trouver parmi les caractéristiques de ces gens, ils peuvent vous dire qu'il y a des choses que l'État n'a pas de moyens de faire, mais ils peuvent quand même le faire. Vous allez trouver une route, une école que l'État ne peut pas réhabiliter, mais un des individus de ces groupes a les moyens pour le faire. Et pourtant, quand il est venu aux affaires,
il était un opprimé. De ces faits, ces groupes de gens que je viens de démontrer ici s'appellent des oppresseurs. À côté, nous avons ce que l'on appelle les opprimés. Les opprimés, qui sont-ils? Les opprimés, ce sont des opprimistes. C'est une majorité dans une société telle que la nôtre. Et cette majorité dans la société, dans la plupart des cas, sont des analphabètes. Le taux de l'analphabétisation est très élevé. Ça, c'est notre réalité. Malgré la gratuité des enseignements. Qui vient juste pour corriger cette réalité. Voilà, c'est un effort. C'est un effort, mais qui n'a pas encore atteint ses objectifs. La réalité actuelle est que le Congo est un État qui a un taux d'analphabétisation très élevé. La population est pauvre jusqu'à ce qu'on vous dira que les Congolais vivent avec $1. Or, et pourtant, là où on parle de la pauvreté, c'est dans des États où on vit avec 2,5 $ par jour. Mais déjà ici, quand on vous dit que vous vivez avec moins de $1, donc vous êtes sous la pauvreté de la pauvreté. Donc, les opprimés ici sont des pauvres. Ces opprimés sont des chômeurs. Ce sont des sans-emploi, ce sont des désespérés. Ce sont des laissés pour compte. Tous ces groupes des individus, et ils sont en rupture avec les institutions. Pourquoi? Parce que vous allez regarder, et pourtant considérés par la lettre comme souverains, en réalité, ils ne sont pas souverains. Ils ne sont souverains que par la lettre. Dans la Constitution, quand vous lisez, on vous dit dans notre société que cette masse ici, cette foule que j'appelle opprimée, c'est lui les souverains. Or, les souverains ne peuvent pas être traités de cette façon. Les souverains, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne des injonctions. Mais ici, les opprimés sont incapables même de revendiquer leurs propres droits. Là, c'est grave, ça. C'est très grave et c'est trop sérieux. C'est pourquoi je vous dis que notre société, nous devons les regarder avec l'œil local. Nous ne pouvons pas nous tromper en cherchant à copier les réalités d'ailleurs pour commencer à pratiquer notre politique comme si nous étions dans d'autres cieux. À chaque politique, à chaque pays sa géographie, à chaque pays sa politique. C'est pourquoi nous nous disons, notre réalité aujourd'hui, nous sommes en présence des classes sociales. Il y a une classe sociale des opprimés, il y a une classe sociale des oppresseurs. Quand vous regardez les oppresseurs, ils ont leur mode d'accession au pouvoir. Comment ils y parviennent? Ils y parviennent par l'organisation de ce que l'on appelle les simulacres d'élection, les parodies d'élection. Ça, c'est leur mode d'accession au pouvoir. Comment ils arrivent à atteindre les sommets? Parfois par ce que l'on appelle les dialogues. Les dialogues, c'est aussi un mécanisme pour leur permettre à atteindre les institutions. En dehors des dialogues, il y a des arrangements particuliers. Il y a des coups d'État. Il y a des compromis africains. Ce sont des constats que vous avez faits. Donc vous avez analysé l'Afrique. J'ai analysé même leur mode d'accession. Et quand vous regardez ce que j'ai dit, c'est ça la vérité. À chaque fois, par exemple dans notre société, on vous dit qu'il y a eu élection. On vous dira qu'on a eu de mauvaises élections en 2006, on a eu de mauvaises élections en 2011, on a eu de mauvaises élections en 2019, on a eu de mauvaises élections en 2023. Donc c'est-à-dire que c'est un mécanisme organisé pour permettre à ces oppresseurs à accéder au pouvoir, à demeurer et y rester aussi longtemps possible. Ça, c'est une réalité de notre société. Nous ne pouvons pas considérer le mode d'accession au pouvoir des autres sociétés à la nôtre. Parce que chez nous, ce que j'ai cité ici, ce sont des mécanismes
mis en exergue pour accéder au pouvoir. Mais j'aimerais souligner une chose. Vous allez comprendre qu'à côté des opprimés et les oppresseurs, il y a une société aussi qui s'appelle les capitalistes. Ici, les capitalistes dont on fait... ça, c'est encore surprenant parce que ça, c'est pas notre réalité. Oui, effectivement. Vous avez évoqué ça au début. Oui, ce n'est pas... Ça doit refléter la réalité. Ce n'est pas du capitalisme des autochtones. Ici, les capitalistes, ici, ce sont des étrangers qui arrivent sur notre sol avec leurs capitaux. Ok? Ils viennent s'installer. C'est une autre connotation. Hein? Voilà. Ce n'est pas le capital des autochtones. C'est ici, ce sont les capitalistes qui sont des étrangers qui arrivent ici au Congo avec des capitaux. Donc, une autre réalité, et donc ça... Donc, elles sont venues dans notre pays pour essayer comme ça de bénéficier de tout ce que nous avons comme richesse. Oui, ce sont des hommes d'affaires qui travaillent pour leur propre bénéfice, voilà, au détriment de la population. Et ce sont des commerçants. Les commerçants, ils viennent pour rentabiliser. Et pour rentabiliser, ils mettent de l'intelligence pour que d'abord qu'ils soient sécurisés et leurs affaires marchent telles que voulu. Mais comment vous ne trouvez pas que si le pays est organisé, on pourra peut-être proposer des lois qui vont dans le sens de protéger la population, les opprimés? Ah ben effectivement, c'est ce que nous sommes en train d'abord de peindre les tableaux pour faire voir aux gens que si on parle du capitalisme au Congo, le capitalisme ici n'a un sens que si on considérait que c'est un groupe des étrangers qui viennent avec des capitaux. Ce n'est pas un groupe de Congolais qui sont détenteurs de fortune, comme on pouvait l'imaginer à l'Occident. Les détenteurs des capitaux sont des autochtones de leur propre société. Mais ici, les capitalistes que nous avons ici, ce sont des étrangers qui arrivent, qui prennent en avant-plan la détention des affaires telles que les banques. Vous verrez que dans la plupart des cas, notre société, les banques, ce sont des banques étrangères. Vous allez trouver que des supermarchés, des services et biens, des produits manufacturés, tout ce que nous avons ici comme activité économique, dans la plupart des cas, ce sont des étrangers qui sont venus avec, ils se sont imposés. Et ces gens ici, ces capitalistes, ils recrutent les opprimés. Ils recrutent les opprimés pour les ramener dans leur secteur, pour les exploiter. Je dis bien, le mot est simple, les exploiter. Pourquoi ils les exploitent? Parce qu'ils veulent rentabiliser. Et pourquoi nous disons que les oppresseurs évoluent dans un système de l'omerta? Parce que il y a du silence et il y a de la complicité entre l'oppresseur qui est l'autochtone et le capitaliste qui est l'étranger. Parce que pour que les capitalistes puissent se sentir surveillés, contrôlés, ils devaient nécessairement sentir les suivis, les contrôles de la part des autorités autochtones pour protéger l'employé qui est l'opprimé. Mais quand vous regardez, dans la plupart des cas, quand vous interrogez ceux qui sont dans des supermarchés, ceux qui travaillent dans des banques, ceux qui travaillent dans des usines, ainsi de suite, des étrangers qui sont ici, ils vont vous dire que là-bas, c'est la maltraitance. On ne respecte pas les SMIG, et on les exploite. Parfois, il n'y a pas de soins de santé garantis pour les ouvriers. Il n'y a pas de paiement de transport pour leurs déplacements. Et c'est voulu par les autres. C'est voulu par les capitalistes, mais entretenu en complicité avec les autorités. Complicité. Voilà, parce que si les autorités devaient ouvrir l'œil pour faire bénéficier les opprimés de leur travail auprès des capitalistes, nous n'en serions pas là. Mais ici, la réalité est que les opprimés sont en train de souffrir parce que chaque fois qu'ils ont des revendications auprès des autorités, les autorités, une fois en contact avec les capitalistes, il y a le silence radio. Alors, le problème n'est pas résolu, mais le silence intervient. C'est pourquoi nous appelons ça un système de l'omerta.
Parce que dans l'omerta, on fait tout en silence et en complicité. Donc, les oppresseurs et ils opèrent dans un système de l'omerta. Mais que faut-il faire pour les opprimer? Quelle est l'idéologie? Quelle est la tactique? Quelle est la manière que les opprimés peuvent créer un rapport de force pour l'autodéfense, pour que... Donc pour inverser la pyramide, donc ils doivent quand même s'organiser dans ce sens-là. Ils doivent s'organiser. Mais ce n'est pas non, ici c'est une réalité sociale qui doivent maintenant créer un rapport de force pour s'opposer à une force qui est en train de les marginaliser. C'est pourquoi je propose cette idéologie au nom du communautarisme des opprimés. Ils doivent se mettre derrière cette idéologie du communautarisme des opprimés. D'abord, je vous ai dit qu'ils sont une majorité. Le fait d'être une majorité dans la société, le nombre, c'est un atout pour la lutte. Je voulais que ces opprimés, une fois autour des leaders qui les caractérisent, ils peuvent s'organiser pour que et les capitalistes et les oppresseurs puissent se retrouver en difficulté. En créant ces rapports de force, parce que vous savez que c'est le pouvoir qui doit arrêter le pouvoir, il y a la notion de l'équilibre qui entrera automatiquement parce qu'ils vont peser pour que la redistribution des revenus nationaux puisse devenir équitable. Donc, du côté des oppresseurs, il y aura plus enrichissement illicite. Donc, de l'autre côté, ils vont peser pour que les capitalistes qui sont des étrangers opérant sur notre territoire national, que les opprimés retrouvent leur compte. Parce que la prise en charge de l'ouvrier pourra faire l'objet d'un débat sérieux. Alors, s'organiser... Cet équilibre que les communautaristes... S'organiser sous forme d'un parti politique, intégrer un parti politique? Non, d'abord, ici, nous parlons de l'idéologie. Ah, ok. Alors, un parti politique n'est qu'une structure qui doit porter une idéologie. Okay. Ici, nous mettons en place d'abord une idéologie, nous donnons les modus operandus, et après, quand ils vont s'organiser, ils vont se mettre dans des structures, mais dans ces structures, ils auront pour idéologie les communautarismes des opprimés, qui n'a rien à voir avec les socialismes, et de l'autre côté, ces gens qui sont des oppresseurs, ils ne sont même pas des libéraux, parce que les libéraux sont des privés qui sont détenteurs de la richesse privée. Mais les oppresseurs et leur richesse et le fait de leur permanence au sein des institutions. Les libéraux, ce sont des commerçants. Mais ici, ces agents qui constituent cette classe politique ne sont pas des commerçants. Mais ce sont des politiques permanents au sein des institutions qui ne se font remplacer souvent que par leurs fils. C'est pourquoi tu verras dans notre société, ce sont les noms des mêmes familles qui demeurent. C'est-à-dire que le père était, le fils y est, le petit-fils viendra, et ils se préparent ainsi. Vous verrez que même si ils organisaient leur parodie d'élection, c'est le père qui est titulaire. Vous ne croyez pas à la crédibilité de l'élection en Afrique? Comment? Mais oui, effectivement, ce n'est pas moi qui le croirais, c'est nous qui le croyons ainsi, parce que c'est ça notre pratique, c'est ça notre réalité. Je sais que tu étais candidat, tu as vu les élections, toi-même là où tu es, tu dis que les élections que nous avons eues ne sont pas des bonnes élections. Mais c'est un instrument que les oppresseurs ont mis en place pour que les oppresseurs demeurent au sein des institutions, que les opprimés demeurent en dehors des institutions, afin que leur idéologie, que j'appelle, comment j'ai appelé l'idéologie, oppressiologie, puisse être une réalité. Oppressiologie. Oppressiologie. Oppressiologie, c'est une réalité. Oppressiologie. Logos. Voilà. L'oppressiologie. Oppressiologie. C'est une réalité au Congo, justifiée par la présence de
deux courants, des deux classes politiques qui sont les uns les oppresseurs, d'autres les autres les opprimés. Mais ici, il y a l'autre intervenant qui arrive, qui est les capitalistes d'ailleurs, qui interviennent, mais dans la pratique, vous comprendrez avec moi qu'il y a naissance d'une classe intermédiaire entre les oppresseurs et les opprimés que nous appelons les oppresseurs du palais. Les oppresseurs du palais. Les oppresseurs du palais, qui sont-ils? Ce sont des recrutés parmi les opprimés, par les oppresseurs, pour évoluer comme courroie. Parce que tous ces oppresseurs, à la place des industries, et ils ouvrent une forme de structure politique qu'eux appellent parti politique. Et ils vont recruter parmi les opprimés pour que ces opprimés puissent être à côté d'eux, leur permettant, comme des escaliers, à pouvoir rester au sein des institutions. Et parmi les opprimés recrutés, il y en a de ceux qui se démarquent. Quand ils se démarquent, ils ne restent pas opprimés totalement, mais ils deviennent des opprimés du palais. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment oppresseur, il n'est pas vraiment opprimé, mais c'est un évolué des opprimés qui, ayant bénéficié des faveurs des oppresseurs, il crée une classe intermédiaire. Et cette classe, c'est la classe des oppresseurs du palais. Lui, il n'est pas encore capable de créer un parti politique, entre guillemets, une structure politique, qui peut lui permettre de pouvoir recruter les opprimés pour que lui puisse devenir aussi un grand oppresseur. Non. Lui, il est là comme une zone tampon et qui est le relais des oppresseurs vers les opprimés. Donc, en présence, nous avons ici 4 classes sociales. Vous avez les capitalistes d'ailleurs qui viennent opérer ici. Vous avez les opprimés et vous avez les oppresseurs et cette classe des oppresseurs du palais. Et les institutions restent l'apanage de ces petits groupes des oppresseurs qui ne réfléchissent que pour paupériser. Parce que quand vous regardez notre société, on vous dira ceci. En 1960, notre société avait une vie sociale égale à l'Afrique du Sud, au Canada, à la Chine et à l'Inde. Mais quand vous regardez le travail qui a été abattu par les oppresseurs, c'est de reculer la société, de plonger la société dans la pauvreté. Aujourd'hui, les pays qui avaient le même standing que les nôtres, quand les indépendantistes ont pris la gouvernance, aujourd'hui ces pays-là, ce sont des pays émergents, des pays développés. Mais parce que nous ne produisons pas. Mais nous ne produisons pas par le fait que, à la place d'avoir des hommes d'État, nous avons au sein des institutions des oppresseurs de la République. C'est ça, parce qu'on produit par le meilleur d'entre nous. Et il faut le savoir que ces oppresseurs ne sont pas forcément les meilleurs d'entre nous. Ils sont opportunistes, ils sont démagogues, ils sont manipulateurs. Mais l'exception confirmant la règle, vous trouvez parmi ces gens ici quelques personnalités dignes de ce nom, mais qui ne peuvent pas influencer pour changer la donne, enfin, de nous ramener dans la gouvernance de la République. Ici, c'est une gouvernance qui n'est pas une gouvernance caractérisée par l'esprit de la République. C'est pourquoi, quand nous voulons parler de notre société, nous ne pouvons pas parler de notre société en empruntant des concepts d'ailleurs. Nous devons parler de notre société en regardant la réalité sociale. Qu'est-ce que nous avons en face? Est-ce que avons-nous des oppresseurs tels que je les ai présentés? Quand vous regardez, c'est vrai que ce sont nos vieux, nos papas,
ce sont nos frères, mais c'est ça la réalité. Avons-nous les opprimés? Oui, nous en avons. Vous voyez une multitude de motards, peut-être licenciés, vous avez des cabines téléphoniques, vous avez des chailleurs, vous avez des chègues, ils sont nombreux. Et qu'est-ce que nous avons? Et nous avons cette classe intermédiaire des opprimés du palais qui vous connaissez bien, ils sont nombreux. Parmi vous pouvez citer 3 ou 4 personnes. Mais dans chaque dans tous les pays, il y a quand même la classe des riches et la classe des pauvres. Mais c'est une réalité. Oui, il y a non, nécessairement faire aux oppresseurs, aux opprimés. Mais non, c'est-à-dire que quand il y a une classe des riches, par le fait de la détention de la richesse en termes de privé, du commerce, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Ok. Parce que les riches là doivent exister, ils sont commerçants. Mais ici, la réalité est telle que un groupe des opprimés, une fois qu'ils se retrouvent aux institutions, ils deviennent riches. Au lieu de servir, ils commencent à se servir. C'est différent de la richesse de ceux qui ont cultivé, qui ont travaillé et qui ont produit. Ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que l'autre, il est oppresseur parce qu'il a été envoyé pour servir, mais lui, il commence à se servir. Mais l'autre, c'est un commerçant, il avait un capital et il a fructifié. Donc ce sont deux catégories de personnes que nous ne pouvons pas comparer. Merci beaucoup, M. Phocas Koukenemena, pour votre recherche. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Peut-être on va prochainement vous recevoir. Merci beaucoup. Pour en savoir plus. Tout ça, nous avions fait un effort pour que nous puissions éclairer la lanterne des Congolais. Il est difficile de nous situer dans le socialisme. Il est difficile de nous situer dans le libéralisme. Ici, nous sommes dans l'oppressiologie qui est claire à expliquer. Les mots à les dire puissent venir aisément et c'est compréhensible par qui que ce soit. Alors, votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est les 081 055 055 2. 081 055 055 2. C'est mon numéro de contact, c'est WhatsApp. Et notre travail, c'est un travail scientifique. Un travail scientifique, mais orienté dans les champs politiques. J'ai donné des idées de la recherche. Celui qui croit qu'il peut contribuer par la critique constructive, il est le bienvenu. Nous allons discuter et nous allons mûrir parce que je continue à soutenir que notre idéologie est l'idéologie communautaire des opprimés et de l'autre côté, il y a une omerta des oppresseurs qui existe. Dans l'intermédiaire, il y a une classe des oppresseurs du palais. Et vous, qui êtes-vous? Opprimé, oppresseur du palais? Je suis chercheur. Omerta. Pendant que je suis en train de parler, je parle comme chercheur. Ok. Merci beaucoup. Merci pour vos recherches. Et je crois que les gens vont vous appeler, ils vont réagir pour faire leurs critiques, vous parvenir leurs suggestions. Merci Moron Djambé qui a réalisé cette émission. Merci à Olivier Nangou, à la prise de vie. Et merci à Bruno Nzinga, pourquoi pas aussi à Christian Manjolo et à Demersi Kifou. La rediffusion donne un samedi à 9h. De Doumouti, vous aime. Ciao, portez-vous bien. Merci, bravo. Merci beaucoup. Les chercheurs. Merci beaucoup.